Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes deux éminents professeurs que je n'ose même pas vous présenter. Je tiens tout d'abord à remercier le laboratoire droit et changement social d'avoir soutenu cette journée et d'avoir permis son organisation. Également l'association des historiens du droit de l'Ouest qui assure notamment la captation. Alors nous avons vraiment l'honneur de recevoir Manuela Albertone et Michel Tropper. Manuela Albertone est professeure émérite de l'université de Turin. Ses travaux de renommée internationale portent principalement sur le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, et précisément sur les rapports entre droit, politique, économie, naissance de l'économie politique, et aussi sur la naissance du républicanisme et les révolutions atlantiques, c'est-à-dire françaises et américaines. Et ces recherches se caractérisent par une dimension à la fois transnationale, comparative, et par une très forte interdisciplinarité. Et puis, nous allons en même temps avoir le plaisir de recevoir Michel Tropper, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Le professeur Tropper, qui est bien connu des juristes, occupe une place majeure dans le champ universitaire européen, que ce soit en théorie du droit, ou en philosophie du droit, ou encore en droit constitutionnel. Tous les étudiants ont sans doute entendu parler au moins une fois durant leurs études de la théorie réaliste de l'interprétation, qui est un prolongement aussi du réalisme à la fois américain et scandinave en l'adaptant à la France. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose, puisque cette journée s'intitule « De l'esthétique de la nature à l'esthétique des droits de l'homme au siècle des Lumières ». Alors vous avez déjà travaillé ensemble à un ouvrage que Manuela était venue nous présenter il y a 3 ans, La représentation politique, anthologie, aux éditions Classique Garnier. Et chemin faisant, vous continuez à croiser vos perspectives en vous intéressant tous les deux au lien entre la nature, l'esthétique et l'émergence des droits de l'homme au XVIIIe siècle, d'où l'idée de vous réunir à Nantes aujourd'hui. Et je vous remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est un thème en plus qui a une résonance particulière, puisque dans quelques semaines, nous recevrons à Nantes les journées internationales de la Société d'histoire du droit sur le thème droit, nature, environnement. Donc il y a une parenté immédiate avec cette journée. Alors de quoi allons-nous parler? De quelque chose finalement qui est méconnu ou négligé par les juristes, mais qui a, à mon sens, une importance majeure pour comprendre la philosophie des droits de l'homme. Depuis l'Antiquité, enfin dès l'Antiquité, les Grecs établissent un lien profond entre beauté extérieure et vertu intérieure, considérant, par exemple, qu'un visage harmonieux doit incarner ou incarne une âme noble, ou qu'une vallée fertile, ordonnée, par des cultures symétriques, ou une forêt aux proportions équilibrées, sont non seulement des beautés à contempler, mais aussi l'expression d'un ordre naturel, juste et bienfaisant. Et cette conception, qui a été résumée par l'idéal grec du kalos kagatos, littéralement qu'on peut traduire par beau et bon, est reprise notamment par Platon, et on le retrouve par exemple dans le Phèdre ou dans le Banquet de Platon. Et cette pensée a une portée durable dans la pensée occidentale. Et d'un point de vue juridique, il est possible d'associer justement la belle nature au bon droit, en suggérant une correspondance entre l'ordre esthétique et l'ordre juridique, de la même manière que dans l'ordre moral, on imagine que des beaux sentiments inspirent de bonnes actions.
Cette idée, traversant les siècles, connaît une métamorphose décisive au XVIIIe siècle, période charnière où s'affirment les droits subjectifs et où se transforment les représentations à la fois du droit, mais aussi de la nature. Les temps modernes sont marqués par la croyance en une nature domestiquée par la raison humaine. À l'instar des jardins à la française, comme ceux de Le Nôtre à Versailles, dont la perfection géométrique représente aussi un idéal politique, il revient à la loi, au droit, de concilier, comme le paysage, la rigueur et l'harmonie. Ainsi, le beau dans la nature n'est pas simplement une affaire de goût. Il devient un modèle pour une société réglée par des normes qui sont autant esthétiques que juridiques. Donc cette demi-journée d'études, ce séminaire, se propose d'interroger dans une approche interdisciplinaire, juridique, philosophique, historique, le passage de cette esthétique de la nature à une esthétique des droits de l'homme. En somme, comment les Lumières ont repensé le lien entre nature et droit, entre beauté et normes, quels sont les fondements intellectuels et les implications politiques et juridiques de cette évolution. Au fil des interventions, nous explorerons ces questions avec des éclairages variés. Le professeur Michel Tropper ouvrira cette réflexion en analysant la nature dans la philosophie des droits de l'homme et dans la théorie esthétique au siècle des Lumières, tandis que le professeur Albertone examinera l'esthétique de la volonté générale, de la nature au droit naturel dans la pensée du marquis de Girardin. En confrontant ces perspectives, nous espérons mieux saisir comment, dans ce siècle riche, nébuleux, le siècle des Lumières, a été réinventée l'articulation entre l'idéal du beau et l'exigence du juste, contribuant ainsi à fonder une modernité où l'esthétique et le droit dialoguent en fait sans cesse. Je m'arrête là parce que vous êtes surtout venus pour écouter nos prestigieux conférenciers et donc je cède tout d'abord la parole au professeur Michel Tropper que je remercie encore vivement. Eh bien, c'est moi qui vous remercie pour le grand honneur que vous me faites de m'inviter avec mon ami Manuela. Et vous voulez que j'accroche Non, c'est très bien comme ça. Et donc, merci aussi pour vos propos introductifs, qui me laissent un peu dans l'embarras, puisque vous avez déjà tout dit et qu'il ne me reste plus grand-chose. Donc, je commence néanmoins à vous répéter. On a souvent reproché à la théorie du droit, la philosophie du droit, surtout à la théorie générale du droit, la théorie contemporaine, d'être excessivement formaliste. Et en effet, la théorie du droit, contrairement à la philosophie du droit classique, s'intéresse peu à des notions comme la justice, la propriété, la personne, etc., mais s'intéresse aux relations entre normes, aux structures des ordres juridiques. Il me semble que c'est dommage. Et c'est dommage parce que si l'on veut rendre compte de la réalité du droit, la réalité, c'est non seulement des ensembles de concepts, mais la réalité du droit, c'est aussi des pratiques, et c'est aussi l'ensemble des idées qui animent et qui sous-tendent ces pratiques-là. Et on perd à s'en tenir au caractère purement formel, on perd au moins deux choses. La première, c'est que si les systèmes juridiques ont tous des structures semblables, on sait que le fond du droit varie énormément, mais il n'y a pas que le fond du droit qui varie, le fond du droit varie, mais il y a des choses qui restent à peu près constantes, c'est-à-dire les concepts. Il y a des familles de concepts que l'on utilise d'un système à l'autre et qui permettent de construire des métaconcepts propres à la comparaison. Si on sait que je sais pas, le concept de testament n'est pas le même en droit français et en droit anglais, mais néanmoins, on peut, à partir de ces deux concepts de testament différents, construire un métaconcept et faire des comparaisons. Donc, il faut que la théorie s'occupe aussi de cet aspect-là. Et la deuxième idée, c'est que
le raisonnement des juristes, le raisonnement effectif des juristes, celui qu'on rencontre quand on lit ces raisonnements, sont très souvent contraires à tout ce que la théorie enseigne. Un exemple, Kelsen a très facilement démontré que les lacunes n'existaient pas. Il n'y a pas de lacunes en droit, et pourtant, on sait bien que dans le discours commun, mais pas seulement dans le discours commun, mais aussi dans le Code civil suisse, dans l'article 1er, il est question de lacune. Que faire en cas de lacune? Donc, cette contradiction qui existe, mais on pourrait trouver bien d'autres exemples. Un autre, c'est la distinction droit public, droit privé. Kelsen explique très bien que cette distinction n'a aucun sens. Et en effet, elle n'a aucun sens, mais néanmoins, il suffit de regarder la jurisprudence, tout ce qui concerne les compétences d'attribution, et bien tout ça est fondé sur une idée. Alors il faut rendre compte, une théorie réaliste doit rendre compte de ce raisonnement. Et le débat sur la nature et sur le droit naturel est un très bon exemple. La théorie du droit, théorie contemporaine, peut très bien expliquer que le droit naturel, ça n'existe pas, que c'est une idéologie politiquement conservatrice, mais néanmoins, il y a beaucoup d'arguments de théorie du droit contre le droit naturel, mais c'est un fait que les juristes invoquent le droit naturel et utilisent telle ou telle doctrine du droit naturel. Par exemple, quand on énonce des règles, quand on écrit la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, on invoque le droit de la Déclaration française de 1789 en est un très bon exemple, mais c'est pas le seul. Et puis, quelquefois, quand on applique des textes, eh bien, on applique des textes, et les cours constitutionnels, par exemple, le font en utilisant de façon plus ou moins explicite, implicite très souvent, mais de façon même explicite, les doctrines du droit naturel. Par exemple, le tribunal constitutionnel polonais a affirmé ceci, je vous lis juste un extrait, « L'obligation de l'État dans le domaine social de son activité d'assurer à l'individu son travail, la réalisation de son droit à l'existence et à la liberté, compte tenu de la dignité naturelle, inaliénable et naturelle de l'homme. » Voilà, décision du tribunal constitutionnel polonais de 93. Donc, ça existe, le droit naturel. C'est pas bien, ça n'existe pas en théorie, mais dans le discours des juristes, ça existe. Et il faut dire que tout ce qu'on invoque existe, à cette forme d'existence. Donc il faut étudier ça, et ce que je vais faire, c'est tâcher de l'appliquer aux théories du droit naturel du XVIIIe. L'hypothèse que je vais tester, c'est que quand on s'apprête à écrire une constitution, il faut dire de quel droit on écrit une constitution. Et il ne suffit pas de dire on écrit une constitution parce que on est un parlement, parce qu'on a été élu, mais il faut dire pourquoi on le fait, et il faut dire parce que nous sommes le peuple souverain. Mais nous sommes le peuple souverain, qu'est-ce que c'est si ce n'est une notion de droit naturel? Et puis, quand il faut dire il faut obéir à la Constitution, il faut obéir au droit, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on n'a pas l'idée que Dieu a ordonné d'obéir au droit et qu'il faut obéir à Dieu, si on n'a pas ça, alors il faut faire comme Kelsen l'hypothèse de la norme fondamentale qui pose des problèmes théoriques et logiques. Eh bien, il faut dire nous devons obéir à la Constitution parce que cette Constitution est conforme à une certaine nature. Eh bien, on peut montrer, ou je vais tenter de voir, que la manière dont on finit par résoudre ce problème de l'obligatoriété de la Constitution et du droit qu'on a d'en écrire une, c'est une interruption naturelle, mais
Désolé. Non, c'est pas très Pour grave. maîtriser la nature. Voilà. Ouais. Le recours à la nature correspond à ou est le résultat de certaines contraintes argumentatives qui rendent ce recours nécessaire. On ne peut pas se passer autrement. Et c'est cette même contrainte argumentative qui explique, me semble-t-il, le recours à certaines théories esthétiques de l'époque dont nous parlons, du XVIIIe. Ce qui justifie la recherche d'une analogie, c'est qu'il y a eu, tout au long du XVIIIe, mais pas seulement, mais la recherche constante d'un lien entre l'évolution des sciences et l'évolution des sciences et aussi des institutions et l'évolution des mœurs et des arts. Il y a le fameux concours de l'Académie de Dijon auquel a répondu Jean-Jacques Rousseau, mais il y a aussi Condorcet. Il y a eu donc l'idée chez les révolutionnaires qu'il y a un lien chez Condorcet, mais aussi chez d'autres, qu'il y a un lien très fort entre les institutions, et notamment les institutions libres, d'une part, et l'art. On était persuadé, par exemple, que les beautés de l'art grec étaient liées à la liberté des institutions athéniennes. Winkelmann, qui est l'introducteur, le fondateur de l'histoire de l'art en Occident, Winkelmann disait « À l'égard de la constitution et du gouvernement de la Grèce, la liberté forme une des principales causes de la prééminence des Grecs dans les arts. » La liberté. Et inversement, d'ailleurs, on pense à une relation inverse parce que si la liberté permet le progrès dans les arts permettent de faciliter l'avènement des institutions libres. Le peintre David, en tant que conventionnel, a prêché effectivement en ce sens. C'était la justification de son rôle politique et de sa présence. Voici encore Boissy d'Anglas à la Convention thermidorienne, parlant des Grecs lui aussi, les arts et la liberté furent les premières et les plus énergiques passions de leurs âmes, et ils ne se séparaient point dans leur amour, ces deux objets de leur culte. Que dis-je? Leurs institutions sociales étaient créées pour favoriser l'un et l'autre. C'est l'art et la liberté marchent ensemble. Deuxième analogie, la hiérarchie. Donc, on pense naturellement tout de suite à la hiérarchie des normes. Nous sommes contaminés par l'idée de hiérarchie des normes, mais la hiérarchie qu'on rencontre dans les textes juridiques de cette époque n'est pas une hiérarchie de ce type. La déclaration n'est pas une norme supérieure à la Constitution. Et la Constitution elle-même, d'ailleurs, n'est pas une norme supérieure à la loi. La Constitution, certes, détermine les pouvoirs du législateur, les procédures pour faire des lois, mais une loi contraire à la Constitution n'est pas privée de validité pour autant. Et donc, si hiérarchie il y a, ça n'est pas une hiérarchie dans la validité, mais c'est une hiérarchie dans la valeur qu'on attache, la valeur morale, intellectuelle ou politique qu'on attache à ça. Et dans les arts, on rencontre une hiérarchie semblable, une hiérarchie entre le génie et le talent. C'est une distinction que l'on fait très vite et qui s'impose au XVIIIe siècle. Voilà comment, par exemple,
Kant le définira, mais enfin ça se trouvait déjà, ça se trouvait dans Voltaire, ça se trouvait dans Rousseau, et on va voir. Voici ce que dit Kant: le génie est le talent qui donne la règle à l'art, puisque le talent, en tant que capacité productive innée de l'artiste, appartient à la nature elle-même. Et on pourrait l'exprimer aussi ainsi, c'est Kant toujours qui parle: le génie est la disposition innée par laquelle la nature donne la règle à l'art. Donc, il y a le génie qui permet de distinguer dans la nature ce qui est beau, et ensuite, c'est ce talent particulier, mais ensuite viendra le talent ordinaire. Alors, le talent ordinaire, si vous voulez être peintre ou sculpteur ou architecte, bien, vous allez à l'école et vous apprenez les règles. Mais le génie, lui, il n'est pas tenu par ces règles. Le génie, c'est lui qui fonde les règles, parce que lui, il a ce contact avec la nature. Et bon, on trouve des idées semblables. Bon, dans le début du Werther de Goethe, c'est ça, mais Diderot, enfin tout le monde adopte cette idée. Cette même hiérarchie, ce même type de hiérarchie, on le retrouve chez Jean-Jacques Rousseau. Quand il parle du législateur, c'est le même raisonnement. Ce que dit Rousseau, le législateur, comme on sait, c'est non pas celui qui fait la loi, c'est celui qui construit les institutions. Le législateur, c'est Lycurgue, et il ne se mêle pas de faire les lois ordinaires, il organise simplement l'institution. Et donc, ce que dit Rousseau, s'il est vrai qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand législateur? Le premier n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Bon. Il y a beaucoup de... Donc le législateur, c'est celui qui organise les institutions, mais il n'est pas en position hiérarchique. Une fois qu'il a créé les institutions, il ne peut plus se mêler de la législation ordinaire. Et puis, surtout, si le législateur ordinaire, c'est-à-dire le peuple qui exprime et qui énonce la volonté générale, ce peuple-là, s'il fait autre chose, eh bien, il ne peut plus être sanctionné, car il ne saurait errer. Et enfin, dernière justification de l'analogie, c'est que les questions sont agitées de façon très concrète par les assemblées révolutionnaires dans des débats importants. Premier débat, tout à fait au début, on aborde évidemment le despotisme et tout ce que le despotisme a laissé. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les monuments? Première réaction, on va tout démolir. On va démolir les monuments. Et d'ailleurs, la statue équestre de Louis XIV qui se trouve sur la place des Victoires, on envisage très sérieusement de la démolir. Finalement, on dit, mais quand même, elle est pas mal, c'est dommage. Ce serait dommage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que autour de la statue, il y a un socle. La statue est posée sur un socle, et autour du socle, aux quatre coins, il y a des esclaves enchaînés qui représentent les provinces conquises par Louis XIV. Et alors, on va enlever les provinces, les esclaves, on va enlever les provinces conquises, mais Louis XIV reste. Parce que c'est quand même pas mal. Deuxième problème, c'est les écoles. Il y a des écoles de beaux-arts. Et ces écoles des beaux-arts, et puis le droit d'être peintre, le droit de se dire artiste peintre, ces écoles, est-ce qu'on les maintient, est-ce qu'on les maintient pas? Et si on les maintient, qu'est-ce qu'on enseigne et de quelle façon? Donc il faut avoir une réflexion sur la nature et sur cette distinction entre le génie et le talent, puisque le talent et les règles s'enseignent, alors comment les enseigner? Bon. Alors, j'ai déjà parlé trop longtemps, mais bon,
j'en viens à l'essentiel. C'est-à-dire, je vois une double analogie. Une analogie dans le rapport à la nature en droit et dans les arts, et puis une analogie dans l'accès à la connaissance de la nature. Cette nature, il ne suffit pas d'avoir un rapport avec elle, comment est-ce qu'on la connaît? Bon, donc première partie, très classique, première partie, l'analogie dans le rapport à la nature. Bon, dans les droits de l'homme, première chose, la nature est le fondement des droits de l'homme. Dans l'encyclopédie, il y a un article qui s'appelle « Droits des gens », et l'auteur cite Pufendorf. Et Pufendorf, dit-il, cherche d'abord la source du droit naturel et des gens dans l'essence des êtres moraux. Il cherche la source du droit naturel et des gens. Donc, c'est pas simplement que le droit a sa source dans le droit naturel, mais c'est la source du droit naturel elle-même qu'il faut chercher. Et la source du droit naturel, eh bien, ça sera la nature. La nature, mais la nature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la nature des êtres, c'est l'essence des choses. Même chose d'ailleurs, dans un autre article, on cite Burlamaqui, disciple de Pufendorf, et c'est la même idée. On cherche les principes de la science du droit naturel dans la nature. Donc les principes de la science du droit naturel. Donc la référence, elle est non seulement dans l'encyclopédie, mais elle est dans les textes, évidemment. Voici la déclaration d'indépendance américaine, rédigée par Jefferson. Jefferson écrit: Sometimes it becomes necessary for a group of people to declare their independence from a government they used to be connected to. They have a right to do so under natural law. They have a right to do so under natural law. Et même chose, la Déclaration française des droits de l'homme, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles des hommes. Alors, à ce point, il y a un problème. Il y a un problème qui, pour nous, est un problème théorique sérieux, mais que les hommes de 89 n'apercevaient pas du tout et ne percevaient pas comme problème. Quel est ce problème? Bien, c'est quand nous lisons cette Déclaration des droits de l'homme, on voit qu'il est toujours question de principes vrais. Des principes vrais. Cette idée, cette expression est pour nous très étrange, parce qu'un principe juridique, sont des normes. Sont des normes, ce qui doit être. Les hommes doivent être traités également, les hommes et les femmes doivent être traités également. Voilà une norme juridique, c'est un principe. Nous ne pourrions pas dire que c'est vrai, parce que les normes ne sont pas susceptibles d'être vraies ou fausses. Elles peuvent être appliquées ou non, obéies ou non, mais elles ne peuvent pas être vraies ou fausses. Alors, que voulait-on dire en 1789 que c'était des principes vrais? Eh bien, on les comparait à des axiomes mathématiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un axiome? Eh bien, on le définit comme quelque chose qui est évident, qui s'impose. Alors, si c'est quelque chose qui est évident, le principe dans la Déclaration des droits de l'homme n'est pas une norme. Le principe, c'est une proposition indicative. Et la Déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs, s'appelle déclaration, c'est-à-dire ça se présente comme un ensemble de principes indicatifs. Ou de définitions. Par exemple, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Bon,
C'est vrai ou c'est faux, ça, c'est en effet un principe vrai. Ou bien l'article 16, le fameux article 16, la séparation des pouvoirs, toute société dans laquelle il n'y a point de séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs n'est point déterminée, n'a point de constitution. Il n'y a pas de constitution. Alors on a souvent interprété ça comme disant que ce n'est pas une bonne constitution, mais on le comprenait à la lettre. Une constitution, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine distribution des pouvoirs. S'il n'y a pas de distribution des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. C'est une tautologie, comme toutes les bonnes définitions. Donc, la Déclaration des droits de l'homme ne tombe pas sous la critique moderne des théories du droit naturel, ce droit naturel-là, c'est pas un droit qui serait d'une essence supérieure au droit positif, un droit au regard duquel le droit positif pourrait être évalué et éventuellement auquel il faudrait désobéir ou qu'on pourrait invalider. Ce droit naturel-là, c'est tout simplement un ensemble de principes. C'est une justification que l'on fournit au droit positif, une justification de type moral. Le droit positif qui ne correspondrait pas au droit naturel serait un droit qui serait moralement ou politiquement ou idéologiquement, comme vous voulez, qui serait mauvais ou sur lequel on pourrait porter un jugement défavorable, mais ça ne l'invaliderait pas pour autant. Donc le droit naturel n'est pas un droit dans le même système que le droit positif. Et donc les principes sont des principes qui sont relatifs à la nature des choses. Pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle une constitution? Parce que la nature d'une constitution, c'est précisément d'être une distribution. De même que quand Montesquieu parle de la nature de la monarchie, de l'aristocratie ou de la République, eh bien, il parle de l'essence des choses, ce qui les fait être telles. Donc, il s'agit d'essence et il ne s'agit pas du tout de principes normatifs évalués. Cela dit, quand on parle de l'essence des choses, c'est pas la nature des choses telles qu'elles sont, effectivement. C'est la nature des choses qui sont conformes à leur essence. Donc, c'est une nature qui est intellectuellement reconstruite. Et il en est de même pour l'art. C'est aussi une nature reconstruite. L'art aussi veut être une imitation de la nature, mais quelle nature? Mais quelle nature? Eh bien, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la belle nature. Et la belle nature, c'est pas la même chose. La nature brute, elle peut être laide, elle peut être brutale, elle peut être désagréable, mais la belle nature. Seulement, comment la reconnaît-on, la belle nature? Eh bien, voici une phrase de Perrault, l'auteur des Contes, intervenant dans la querelle des anciens et des modernes, qui dit ceci: « Il ne suffit pas d'imiter la plus belle nature telle que les yeux la voient. Il faut qu'il, parlant du peintre, il faut qu'il aille au-delà et qu'il tâche à attraper l'idée du beau, à laquelle non seulement la pure nature, mais la belle nature même ne sont jamais arrivés. C'est d'après cette idée qu'il faut qu'il travaille et qu'il ne se serve de la nature que pour y parvenir. La nature, la belle nature, c'est un moyen de parvenir à une idée, un idéal platonicien de beau. » Et les propos sont repris sous 1000 formes différentes par beaucoup. Batteux, qui est l'auteur d'un grand traité, Les Beaux-Arts. Alors, le traité de Batteux s'appelle Les Beaux-Arts réduits à un seul principe. Et quel est ce grand principe? C'est que l'art n'imite pas la nature telle qu'elle est, mais telle qu'elle pourrait être.
on va même ajouter telle qu'elle devrait être. Et Diderot dit à peu près la même chose. Donc, l'idée, c'est que la nature qu'on imite est plus belle que la nature. Et, oui, bon, c'est dit d'une autre façon, autrement. Alors, cette nature, comment la connaît-on? Eh bien, les méthodes d'accès à la nature sont très semblables, analogues, dans les deux cas. Et là, cette fois-ci, je vais diviser non pas par discipline, mais par mode d'accès. D'abord, l'évidence, et ensuite les sentiments. L'évidence, c'est une des raisons pour lesquelles les théories du XVIIIe, les théories du droit naturel, enfin, du XVIIe et du XVIIIe, se différencient des conceptions anciennes du droit naturel, comme celle de saint Thomas, qui dominait jusque-là. C'est non seulement qu'il est centré sur l'individu, comme vous l'avez dit, et non pas sur la collectivité, mais aussi qu'il est sécularisé, c'est-à-dire que la nature, l'évidence, c'est pas un accès par la révélation. C'est pas la révélation divine. L'évidence, c'est ce qui tombe sous les sens. Quesnay dit « Le droit naturel des hommes diffère du droit légitime ou du droit décerné, légitime c'est-à-dire légal, décerné par les lois humaines. Il en diffère en ce qu'il est reconnu avec évidence par les lumières de la raison. Par les lumières de la raison. Donc l'évidence, c'est la manière dont la raison permet de discerner la nature et la belle nature. Mais tout le monde dit ça, et appliqué au droit, ça donne ceci, Mirabeau, une déclaration des droits, si elle pouvait répondre à une perfection idéale, serait celle qui contiendrait des axiomes tellement simples, évidents et féconds, qu'il serait impossible de s'en écarter sans être absurde. Donc c'est là, encore une fois, l'évidence, sans être absurde, c'est-à-dire sans violer toutes les lois de la raison. Alors, évidemment, et on connaît le texte de la Déclaration américaine d'indépendance, « We hold this truth to be self-evident ». Les vérités sont évidentes. Alors, évidemment, si je peux me permettre, bien sûr, cette évidence-là pose beaucoup de problèmes. Parce que ce qui est évident pour vous n'est pas nécessairement évident pour moi. Et donc, comment éviter le subjectivisme ? Et ce risque du subjectivisme est même apparent dans le texte même de Jefferson, parce qu'il ne dit pas que ces vérités sont évidentes, il dit « nous tenons ces vérités pour évidentes, nous les tenons pour évidentes ». Donc, si nous les tenons pour évidentes, d'autres peut-être ne les tiennent pas pour évidentes. Il prend ce risque. Alors, le grand problème, c'est comment concilier cette fragilité de l'évidence et le risque de relativisme avec la nécessité de justifier l'universalisme de la raison et du recours à la nature. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais l'une des façons, c'est de dire que certaines personnes, des génies, sont capables de sentir, d'être éclairés, et ils vont, eux, formuler ces propositions évidentes. Mais une autre façon de le dire,
c'est comme ce sentiment d'évidence est lié à la nature humaine ou à des communautés humaines particulières, il y a des idées qui sont inhérentes, qui sont évidentes pour tous les membres de cette communauté. Et tous les hommes sont semblables, ils ont des besoins, ils ont des désirs, et donc référence au désir de bonheur, au désir sexuel, au désir de tous les besoins naturels. Donc ces principes communs sont ce qui permet de justifier le recours à l'évidence. Dans les arts, eh bien, c'est la même chose, avec le goût. Voltaire, auteur de l'article « Goût » pour l'encyclopédie, dit ceci, la métaphore qui exprime par le mot « goût » le sentiment des beautés. Le mot goût, donc, c'est l'un des 5 sens et qui se fonde sur des réalités organiques et physiologiques. Eh bien, cette métaphore permet d'exprimer le sentiment des beautés et des défauts dans tous les arts. C'est un discernement prompt, comme celui de la langue et du palais, et qui prévient comme lui la réflexion. On n'a pas besoin de réfléchir, là. Ça s'impose. Mais, cela dit, il y a le goût et le bon goût. Et comment passe-t-on de l'un à l'autre? Eh bien, le bon goût se forme. Donc les génies vont dire des choses, mais le bon goût ensuite se forme dans les écoles, comme on a vu. Et les hommes, par l'étude de la belle nature, il dit le bon goût, le goût se forme insensiblement dans une nation qui n'en avait pas, parce qu'on y prend peu à peu l'esprit des bons artistes. Et bon, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pourrais aussi parler de Dieu. Alors, l'évidence, c'est l'une des voies d'accès. Vous me donnez encore 5 minutes? Bien sûr. L'autre voie d'accès, c'est le sentiment. Le sentiment. Ce sont les sentiments qui donnent accès à la beauté. Voici ce qu'écrit encore Boissy d'Anglas, que j'ai cité déjà tout à l'heure. Alors, je vais vous lire quelques lignes quand même. Cet instinct sacré qui, à l'aspect des beautés de l'univers, appelle, entraîne l'homme de génie et le tourmente de l'impérieux besoin d'en créer des imitations nouvelles, est aussi celui qui fait embrasser l'homme généreux et sensible de l'ardent désir d'être libre et qui, l'arrachant à l'indolence et à l'oisiveté par le sentiment de la dignité de son être, le force de se ressaisir des droits sacrés qu'il a reçus de la nature. Donc c'est le sentiment, le désir. Donc l'homme a reçu des droits sacrés de la nature, il faut s'en ressaisir, cela requiert un instinct sacré, et il y faut le sentiment qui crée le désir chez l'homme généreux. Donc tout repose sur la sensibilité. Et d'autres exemples, et pas Thomas Paine, par exemple, l'auteur des droits de l'homme. Et Thomas Paine, il écrit et il dit « J'ai par hasard devant moi un projet de déclaration des droits présenté par M. de Lafayette, qui était l'un des premiers à avoir cette idée de faire une déclaration des droits. Voilà ce qu'il écrit le 11 juillet 1789, 3 jours avant la prise de la Bastille. Et je suis frappé, dit Paine, du contraste qui se trouve entre les principes de ce dernier et ceux de M. Burke qui l'attaque. Au lieu d'avoir recours à de vieilles paperasses, M. de Lafayette s'adresse au monde vivant et dit avec emphase: rappelez-vous les sentiments que la nature a gravés dans le cœur de chaque citoyen. Les sentiments que la nature a gravés dans le cœur. Et qui prennent une nouvelle force lorsqu'ils sont solennellement reconnus par tous les individus. Donc, c'est le sentiment de la liberté. Donc, il y a une nature humaine, et c'est parce qu'il y a une nature humaine que les hommes ont le sentiment et l'amour de la beauté et de la liberté. Alors, il est temps de conclure.
il faudrait que je retrouve. Voilà. Ce qui justifie l'analogie, c'est donc une contrainte argumentative, comme j'ai tenté d'en faire l'hypothèse tout à l'heure. Cette contrainte, c'est la nécessité de monter dans le raisonnement, dans l'échelle des arguments, pour pouvoir justifier la proposition la plus élevée par une proposition encore plus élevée, mais qui ne se trouve pas dans le système. C'est précisément ce qui fait la nécessité de la norme fondamentale dans la théorie de Kelsen. Comme on sait, la norme fondamentale n'existe pas. Il n'y a pas de norme dans le droit positif, mais dit Kelsen, enfin dans le dernier état de sa pensée, la norme fondamentale, c'est un présupposé logico-déductif. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il ajoute ceci, c'est pas un produit de la théorie. C'est un présupposé qui est celui de tous les juristes. Je parlais tout à l'heure de la pratique des juristes. C'est un présupposé de tous les juristes, un présupposé nécessaire. Pourquoi? Et moi, Kelsen, je n'invente pas la norme fondamentale, je ne fais pas la théorie de la norme. Moi, je ne fais que montrer, mettre à jour ce qui est inconscient chez tous les juristes. Inconscient. Kelsen, contemporain de Freud. Et pourquoi? Parce que si je veux tenir pour obligatoire une norme quelconque, un contrat par exemple, eh bien, je dois supposer que ce contrat est valide parce qu'il y a une loi qui autorise la formation du contrat et qui impose qu'on lui obéisse. Mais cette loi ne pourrait fonder la validité du contrat que si elle est elle-même valide. Donc je dois supposer que la loi est valide. Pour supposer que la loi est valide, je dois supposer que la Constitution est valide. Mais la norme fondamentale, c'est ça. Je ne peux pas faire autrement si je veux tenir le contrat pour valide. Je ne suis pas obligé de croire à l'existence, mais supposer, présupposer ou poser même que le contrat, que la Constitution est valide, eh bien c'est ça, la norme fondamentale. Donc, je suis, comme je ne peux pas remonter au-delà de la Constitution, mais je remonte dans l'échelle des arguments. J'ai besoin d'un argument, et cet argument, c'est ça. Eh bien, les hommes des Lumières n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ne pensent pas que la Constitution est obligatoire. Ils voient la Constitution comme une machine, une mécanique. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais si vous voulez, dans la discussion, on pourra y revenir. Mais la Constitution n'est pas obligatoire. La Constitution doit être un mécanisme tellement bien agencé que même si on voulait la violer, on ne pourrait pas. Pas sûr que ça marche, mais enfin, c'est en tout cas l'idéal. Donc, la Constitution n'a pas besoin d'être obligatoire. De même qu'on ne pense pas que la machine a une obligation de se comporter d'une certaine façon. Puisqu'ils n'ont pas besoin de supposer que la Constitution est obligatoire, il faut trouver une justification qui ne soit pas normative à l'idée que nous avons les droits. Et la seule justification possible, c'est de dire que ces droits, nous les possédons par nature. La seule justification possible de la beauté, c'est dire qu'elle est conforme à la nature, ou en tout cas à une certaine idée de la nature. Et comment savons-nous que nous possédons ces droits? Eh bien, parce que c'est évident. Merci.